Bonjour à tous, on m'a demandé de refaire un point épidémiologique au niveau mondial, toujours avec le caveat qu'on travaille avec les données déclarées, donc bien sûr on est en dessous de probablement la réalité, mais c'est ce qu'on a à disposition actuellement. Donc vous voyez qu'au 31 août, on a dépassé les 25 millions au niveau mondial, et pour les décès, on approche les 850 000. À savoir qu'on a mis 7 mois pour passer de 0 à 10 millions et à peu près 6 semaines pour passer à 20 millions et en fait 2 mois pour passer de 10 à 25 millions. Donc vraiment clairement, même si chez nous en Suisse, on a vu une accalmie certaine en mai et juin, ça n'a pas été le cas dans le reste du monde. C'est toujours les Amériques qui sont en tête pour le nombre de cas au niveau en valeur absolue, vous voyez ici en jaune. Si on compare les courbes des cas et des décès, vous voyez vraiment une augmentation exponentielle du nombre de cas sur les derniers mois, avec maintenant, on espère une accalmie. Ça n'a pas été le cas pour les décès, en tout cas beaucoup moins marqués, où c'était plutôt une augmentation linéaire avec en moyenne 5 000 cas par jour, probablement dû à un changement de stratégie avec une volonté de capter beaucoup plus les gens polysymptomatiques, donc des gens avec une morbidité, mortalité moindre. Aussi, ça peut être dû à ce que certains pays affectés ont plus de difficultés à enregistrer les décès que d'autres. Donc peut-être que cette courbe va aussi changer à l'avenir. Pour la répartition des nouveaux cas par région du monde, vous voyez que les Amériques, pour les dernières 24 heures, ont contribué pour 48% des cas, 64% des décès. C'est suivi par l'Asie du Sud-Est avec 30% des cas et 21% des décès, et ensuite l'Europe. Vous voyez des courbes épidémiologiques en fait assez différentes selon les régions. Ça, c'est les régions vraiment de l'OMS, avec en fait pas nécessairement une représentation de ce qui se passe dans les pays de ces régions. Typiquement en Asie, vous voyez une courbe plutôt exponentielle, mais en fait c'est dominé par l'Inde, parce que sur les 4000 cas de l'Asie, en fait 3300 sont dus à l'Inde. Donc clairement, ça ne représente pas ce qui se passe dans d'autres pays qui sont certainement à la fin d'une première vague, voire avec une deuxième vague comme chez nous. De même pour l'Afrique, vous voyez que sur les 1 million de cas, en fait, presque 700 000 sont dus aux cas en Afrique du Sud, donc certainement pas une représentation de ce qui se passe dans les autres pays d'Afrique. Les pays avec le plus grand nombre de nouveaux cas durant les 24 dernières heures, vous voyez ici la liste, donc l'Inde, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un pays qui est en phase exponentielle depuis plusieurs semaines, qui contribue maintenant avec ses 3 millions, bientôt 3 400 000 cas pour toute l'Asie du Sud-Est. Ensuite, vous avez le Brésil, l'Amérique du Nord. Vous voyez ici quand même un ralentissement des courbes, des phases exponentielles en Argentine, en Colombie, toujours au Pérou. Au Mexique aussi, on voit probablement un ralentissement. Donc toujours les Amériques qui contribuent le plus à la pandémie. Pour ce qui est de l'Europe, vous voyez l'Espagne maintenant avec une recrudescence inquiétante, la France et puis la Russie qui est plutôt, elle, en phase descendante. Ça, c'est pour juste peut-être répéter quelque chose que je viens de dire. Vous voyez que chez nous, nous avons eu une accalmie quasiment dans tous les pays européens, mais par contre, les États-Unis n'ont pas vu du tout d'accalmie depuis le début. Ils ont eu au début à peu près 20 à 30 000 cas, ça s'est un peu stabilisé, puis après, c'est recommencé. Donc, c'est vraiment un pays qui vit une pandémie assez sévère depuis des semaines, sans vraiment voir pour l'instant encore le bout de la première vague. Il y a quand même des pays sans Covid, bien qu'on peut quand même avoir quelques doutes sur le fait qu'il n'y a pas du tout de cas en Corée du Nord. Donc ça dépend certainement de la politique du pays. Mais il y a des pays qui n'ont jamais eu en fait de cas, mais vous voyez que c'est des petites îles ou des territoires très petits. Et puis des pays où il n'y a pas eu de cas depuis 14 jours, mais de nouveau des territoires très petits. Mais peut-être il faut quand même le noter que ce n'est pas exactement tout le monde entier qui est touché. L'important, c'est de regarder le nombre de cas confirmés par rapport au nombre de tests qui est fait. Selon l'OMS, il faudrait toujours être en dessus de 30 tests par cas confirmé, qui est plutôt le cas pour la plupart des pays européens, à l'exception de la France et de l'Espagne. Mais vous voyez que pour beaucoup de pays qui sont à la tête de ceux qui produisent le plus de cas, qui ont le plus de cas confirmés pour les dernières 24 heures, vous voyez beaucoup de pays qui sont en orange et en rouge, comme l'Argentine, le Pérou, le Mexique, la Colombie, les États-Unis. Donc ce sont des pays, si le nombre de tests reste constant, ça veut dire qu'il y a vraiment une augmentation du nombre de cas. Si le nombre de tests diminue, ce qui est peut-être le cas aux États-Unis, voilà, c'est peut-être dû au fait qu'ils testent moins, ou alors si le nombre de tests augmente de nouveau, c'est un signe qu'il y a une augmentation du nombre de cas dans le pays. Donc ça, c'est à suivre. Quand les pays arrivent dans la zone rouge, ils perdent une certaine visibilité de ce qui est en train de se passer dans le pays. De même aussi pour l'Indonésie, qui est le deuxième pays en Asie qui contribue à l'épidémie dans cette région. Alors en Europe,
Nous avons eu dans les dernières 24 heures, donc ici c'est l'Europe au sens de l'OMS, la Suisse inclus, nous avons eu dans les 24 dernières heures 41 000 nouveaux cas, 419 décès. Si on compare la semaine du 22 au 28 août, donc la semaine 35 à la semaine 34, on voit qu'il y a eu une augmentation de plus de 50% en Italie, en Biélorussie, en Estonie, au Gibraltar, en Lettonie, en Monaco. Donc à prendre avec précaution les petits pays, parce que les changements sont très rapides. Mais par contre, pour l'Italie, c'est quand même un souci, surtout pour les régions de Lombardie, Vénétie et la région de Rome. Il y a eu une augmentation de 10 à 50% dans la liste des pays ci-joints, dont la France et la Suisse. Et vous voyez ici les pays qui contribuent avec le plus grand nombre de cas. Donc on retrouve l'Espagne, la France et la Russie, suivis par ces pays-là. Donc certains en phase exponentielle comme l'Ukraine ou la Roumanie, et d'autres qui montrent clairement cette phase en deux temps, comme chez nous avec une recrudescence des cas, comme vous voyez ici en Allemagne. En Europe, si on parle d'incidence, on est à 46 avec une variation énorme de 2 à 176 per 100 000 populations selon les pays. L'incidence est en augmentation, mais de nouveau, ce n'est pas vraiment toujours au niveau du pays qu'il faut regarder parce qu'il y a énormément de différences dans les régions du pays. Vous voyez ici une carte qui est assez intéressante, qui est produite par l'OMS et qui est mise à jour régulièrement. Vous voyez vraiment par région en fait l'incidence. Donc ici typiquement pour l'Europe, vous voyez que c'est en Espagne, c'est beaucoup de régions maintenant qui sont avec une incidence en dessus de 100 pour 100 000. Mais vous voyez par exemple pour la France, ça ne concerne pas du tout toute la France. C'est principalement les régions du sud et la France métropolitaine. Sinon il y a la région des Balkans, la Roumanie et tous les pays de l'Est qui sont vraiment plutôt en phase exponentielle. Donc une situation à suivre qui n'est pas inquiétante nécessairement partout, mais qui est, selon les régions, préoccupante. Pour la France, si on regarde un peu plus précisément, il y a surtout une phase exponentielle en France métropolitaine. C'est vraiment le souci avec en corrélation une augmentation des hospitalisations dans cette région-là. De manière générale, l'incidence est plus marquée chez les jeunes adultes, et ça, je vais vous en parler après, c'est la même chose chez nous. Pour les départements qui sont proches de la Suisse, vous voyez une grande variation, 14 pour le Jura de cas par 100 000 populations, jusqu'à 42,5 dans l'Aisne. Donc clairement, une grande différence, mais qui reste inférieure à celle que l'on a ici à Genève. En Suisse, l'incidence pour la Suisse, le pays entier est à 23 cas par 100 000 populations, mais il y a une grande variation, je ne sais pas si vous arrivez à lire, donc pour Genève, vous voyez que c'est monté jusqu'à 90 pour 100 000 habitants, Vaud 76, Fribourg 71, ensuite vous avez Zurich à 59, et ensuite les autres pays en dessous de 50, Bâle-Ville, Argovie, Uri, et certains pays avec une incidence par 100 000 extrêmement basse. Donc vraiment, c'est très patchy, c'est très différent selon les cantons. Donc c'est toujours difficile de parler au niveau des pays, mais les politiques, les décisions souvent prises par rapport à un pays plutôt que par rapport à une région de pays. Pour ce qui est du testing en Suisse, on est bon, on continue à tester énormément. On est actuellement à peu près au niveau de la Suisse à 3% de tests positifs. On était autour des 11% pour la première vague. Donc là, on a toujours une vision assez bonne de ce qui est en train de se passer. Si on compare quand même la première vague à cette deuxième, cette recrudescence actuelle, on voit quand même des différences. Ici, je parle d'incidence des cas. Vous voyez que dans la première vague, c'était surtout les pays lémaniques qui étaient touchés. Les pays avec le Tessin. Vous voyez qu'il y avait une incidence beaucoup plus forte dans les populations les plus âgées, les tranches d'âge en dessous de 80 ans en particulier, qu'il y avait une prédominance de cas positifs chez les femmes, ce qui est un peu différent maintenant dans cette phase-là. Vous voyez qu'il y a une incidence beaucoup plus élevée chez les plus jeunes, avec une prédominance chez les hommes, et puis une répartition plus homogène au niveau de la Suisse. Donc quand même une différence. Si vous regardez aussi pour les décès, par contre, pour les décès, ce n'est pas vraiment différent. Vous voyez que les incidences sont réparties de la même façon dans les tranches d'âge, même si elles sont beaucoup plus basses actuellement.
Pour Genève, on est à une incidence actuellement de 45 cas pour 100 000 habitants. On atteint 6 724 cas confirmés, 297 décès. Vous voyez qu'il y a eu une augmentation qui nous a inquiétés au départ, vu la courbe, mais qui s'est finalement ralentie. Maintenant, nous avons entre 200 à 250 nouveaux cas par semaine. Je vais vous donner peut-être quelques-unes de mes hypothèses par rapport à cette situation. Il y a eu très peu de répercussions au niveau hospitalier et au niveau de la mortalité. Nous sommes aussi avec un pourcentage de tests positifs qui est resté stable. Ce qui serait intéressant de regarder, c'est aussi l'incidence par 100 000 des cas en fait uniquement de Genève. Vous voyez ici le détail des affections aiguës sur le canton de Genève et celles acquises à l'étranger de gens qui sont revenus à Genève. Donc c'est clair que ce serait beaucoup mieux de pouvoir regarder l'incidence par rapport aux cas sur Genève. Ça nous donnerait une meilleure vision de ce qui se passe ici dans le canton. Pour la répartition par âge, on retrouve comme au niveau de la Suisse. Ici, vous voyez une plus grande incidence dans les populations jeunes. Vous n'arrivez pas à lire les chiffres, mais c'est de 20 à 29 ans, de 30 à 39 ans. Vous voyez que c'était vraiment la proportion la plus atteinte dans la semaine, en particulier à fin juillet. Mais vous voyez maintenant quand même que ça se répartit. Il y a peut-être un passage génération maintenant avec les 40-49 ans et les 50-59 ans. Donc clairement, il y a eu une population beaucoup plus jeune qui a été testée et trouvée positive au mois de juillet, et puis que maintenant, gentiment, c'est en train de passer dans les autres tranches d'âge. Ça représente ici la même chose, mais c'est simplement d'autres tranches d'âge. Là, c'est de 29 à 49 ans. Vous voyez ici que c'est les gens qui prédominent dans les tests positifs. Cette répartition par tranche d'âge, elle se retrouve dans toute l'Europe. Ici, je vous montre 3 exemples. Vous voyez que les bleus les plus clairs, c'est de 15 à 24 et de 25 à 49. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes tranches d'âge que chez nous, mais en fait, c'est le même message. Vous voyez que c'est quand même eux, l'incidence est la plus élevée dans ces tranches d'âge-là, dans l'Europe entière. Donc, probablement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il y a eu une stratégie, pas seulement chez nous en Suisse, mais de manière assez générale, de tester les gens avec peu de symptômes. Donc on a attrapé beaucoup plus de gens qu'on n'aurait pas en fait testé en février. Je ne pense pas que c'est très différent de février. Simplement en février, ces gens-là étaient parmi les infections invisibles, celles qu'on n'a pas testées. Donc maintenant, on a une meilleure vision en fait de la population infectée ici en Suisse. Et puis d'autre part, on a certainement vu qu'on a une stabilisation du nombre de cas, probablement aussi des mesures qui sont suffisantes pour ne pas avoir une phase exponentielle. Parmi ces mesures, il y a donc cette stratégie où on arrête quand même les chaînes de transmission. Et ensuite, on a quand même toutes ces mesures de protection qu'un certain nombre de la population est en train d'appliquer. Peut-être pas tous, mais en tout cas en nombre suffisant pour que ça fasse en sorte que l'on n'ait pas une forme exponentielle d'épidémie. Donc certainement les gens plus à risque, les populations plus âgées sont mieux protégées. Donc ça circule, le virus circule où il peut, mais à certains moments donnés, il arrive à un endroit où il ne pourra pas continuer à se transmettre. Donc c'est ce qui permet la situation actuelle. Donc en conclusion, c'est vraiment que les mesures de protection, elles sont efficaces lorsqu'elles sont appliquées, et puis que le fait de maintenir une stratégie de testing qui est large, c'est vraiment bien. Ça va permettre de tout ce qu'on peut stopper, va permettre de ne pas faire en sorte que l'épidémie continue. Voilà, merci.